Bonjour à tous, bienvenue donc sur cet atelier trucs et astuces. Je suis accompagné de Jean-Luc Pfefferly. Moi Bonjour. c'est Benoît Galis, je suis business consultant et Jean-Luc est formateur pour l'équipe Visiative. Nous allons dans cette session aborder des trucs et astuces sur différents sujets. Nous avons sélectionné des sujets divers et variés pour améliorer votre quotidien. Nous avons choisi de vous montrer donc la notion de géométrie importée et comment nous allons pouvoir corriger ces géométries importées. Nous allons travailler aussi sur la partie esquisse et Jean-Luc vous présentera des petits trucs pour vous simplifier la vie. Je vous présenterai ensuite un outil pour faire de la déformation, pour se simplifier la tâche. Jean-Luc, quant à lui, parlera des trucs et astuces dans la mise en plan. Et je terminerai donc sur la présentation d'un module qui est parfois un peu oublié, à savoir le Event Based Motion. Alors, je vais attaquer donc sur la partie géométrie importée. Quand vous êtes amené à travailler avec des géométries importées, dans cet exemple, nous avons choisi le format STEP. Sachez que vous pouvez accéder à la fonction 3D Interconnect, qui est un outil qui va permettre de conserver le lien avec le fichier d'origine. Donc, on va pouvoir, comme vous pouvez le voir ici, paramétrer un certain nombre d'options. Dans la fonction 3D Interconnect, nous importons le modèle sans le modifier, sans le transformer. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons quand même la possibilité, donc malgré le fait que nous soyons en 3D Interconnect, la possibilité de diagnostiquer notre modèle. Et donc, vous voyez que ici, SolidWorks détecte des problématiques sur des phases défectueuses. Tant que nous sommes avec le lien, la conservation du lien 3D Interconnect, nous ne pourrons pas modifier. Donc par contre, si jamais le step est réimporté, il se remettra à jour. Si nous souhaitons corriger, nous serons obligés ici de rompre le lien et donc de perdre cette associativité. Une fois que nous allons rompre le lien au niveau du fichier step, comme vous pouvez le voir ici, nous avons accès au diagnostic d'import qui va nous permettre de comprendre quelles sont les problématiques. Et nous voyons ici que nous avons un problème sur ces faces-là. Nous pouvons utiliser la fonction essayer de tout réparer, qui va nous permettre ici de corriger donc, cette géométrie. Vous voyez que toutes les discontinuités ont été corrigées. Par contre, lorsque l'on va afficher ici les arêtes, vous voyez que nous avons ici ces lignes-là qui restent apparentes, ce qui signifie qu'on a une perte de continuité, de tangence entre les faces. Donc ça, c'est dû au niveau de l'import. Donc on va voir ici, notamment avec la vérification d'entité, c'est un outil qui permet de corriger éventuellement, de voir quels sont les éléments à corriger. Donc là, on a vu qu'il n'y avait pas forcément de problématique. Par contre, comme je vous l'ai dit, on va corriger cette zone. Pour ça, on va utiliser les outils de surface et notamment ici, l'outil de décalage. Vous avez vu qu'on peut décaler nos surfaces pour les copier et qui va nous permettre de reconstruire notre géométrie. Ensuite, je supprime ici la partie que l'on veut corriger. Donc, on va effectuer une suppression sans correction, ce qui va faire donc une ouverture à l'intérieur de notre pièce. Vous voyez que j'ai utilisé des fonctions qui me permettent d'isoler certaines zones de la pièce. Et vous voyez ici donc toutes ces surfaces qui sont déconnectées les unes des autres, ce qui est visualisé ici avec les arêtes bleues. À partir de là, nous allons maintenant reconstruire notre modèle. Et comme vous avez pu le voir, on a besoin de réaliser donc des congés. Donc pour ça, on va reconstruire et prolonger donc les surfaces. Donc on utilise une fonction très simple de SolidWorks qui est prolonger surface dans ces options surfaciques pour venir croiser nos surfaces et derrière pouvoir les réajuster et recréer les congés. Vous voyez que très simplement ici, donc on présélectionne, on peut présélectionner si on le souhaite les différentes arêtes. Et dans un cas comme celui-là, par exemple, vous pouvez voir que la prolongation des arêtes ne me permet pas de reconstruire complètement la surface. On va donc combiner le prolonger des arêtes avec rétablir surface, avec une fusion pour les corps d'origine, ce qui nous permet d'avoir vraiment l'interconnexion entre toutes les surfaces. À présent, nous pouvons utiliser donc la fonction
restreindre surface qui nous permet en fait d'ajuster, comme on pourrait le faire dans une esquisse, on verra tout à l'heure avec Jean-Luc les notions d'esquisse, qui nous permet en fait de restreindre les différentes surfaces l'une par rapport à l'autre, même si les surfaces ne sont pas forcément ajustées parfaitement les unes par rapport aux autres, comme on peut le voir sur cette zone. À partir de là, la restriction de surface m'a fait une couture entre les trois surfaces. On le voit par les arêtes noires qui sont sélectionnées ici. Il ne me reste plus qu'ici à positionner un congé. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, on utilise la fonction congé volumétrique sur des fonctions surfaciques sans aucun problème. Et donc là, vous noterez qu'on a la possibilité de créer donc une fonction de congé à rayon multiple, ce qui va me simplifier la tâche. Ça m'évitera de refaire plusieurs fonctions pour réaliser cet élément de congé. À partir de là, vous voyez, les arêtes ont disparu au niveau du congé, donc on a le résultat obtenu qui était clairement de maintenir la tangence sur notre pièce. Il ne reste qu'une seule chose à faire ici, c'est simplement de coudre nos deux surfaces et de sélectionner la notion de création de volume, ce qui va nous permettre de fusionner l'ensemble des entités et donc de recréer ce fameux volume que nous souhaitons travailler par la suite. Donc vous voyez que très simplement, avec quelques outils de base de SolidWorks au niveau surfacique, vous pouvez reconstruire et recorriger très facilement des géométries importées qui pourraient comporter des erreurs, et ce qui va vous simplifier la tâche. Voilà pour la partie géométrie importée. Je vous propose à présent de passer la main donc à Jean-Luc, qui va vous présenter les quelques astuces que nous avons sélectionnées sur la partie esquisse. Voilà, merci Benoît. Donc là, on va directement partir sur l'option qui s'appelle décaler les entités. Donc on va voir qu'avec décaler les entités, on a plusieurs possibilités pour l'utiliser. Ici, on va l'utiliser de manière dynamique avec simplement un clic sur l'élément à décaler qui va nous permettre de le faire de manière dynamique. Ou bien on va voir qu'on sélectionne la cote qui est créée par la suite. On peut faire un clic droit dessus et puis sélectionner inverser la direction. Ou bien une autre possibilité serait simplement d'insérer une valeur négative dans cette fenêtre. Ensuite, avec le clic droit ici que j'ai configuré, je vais pouvoir sélectionner mes divers raccourcis. Donc je vais prendre le raccourci rectangle et puis je vais former la petite corne qu'on a au-dessus. En maintenant la touche CTRL enfoncée, je vais pouvoir m'affranchir des relations. Et là, je lâche la touche pour pouvoir rajouter cette relation, pardon. Donc une fois qu'on a placé ce rectangle, je reprends avec mon raccourci, je vais chercher ajuster l'ajustement intelligent. Et là, lorsque je repasse sur un élément que j'ai coupé, sur le point rouge, si je le sélectionne à nouveau, eh bien, je vais faire réapparaître les différents éléments. Donc simplement en glissant avec ma souris sur l'élément, je vais pouvoir le faire réapparaître. Donc une fois qu'on a ceci, on va utiliser avec le cadre de sélection divers et variés. On va pouvoir chercher les cadres pour sélectionner les éléments comme on le souhaite. Donc par exemple, on a la sélection du cadre ou bien la sélection lasso, comme on voit ici. Donc la sélection lasso, elle va nous permettre de faire une sélection plus personnalisée par rapport à ce qu'on souhaiterait. Alors là, je vais prendre tous mes éléments et puis je vais lancer une symétrie par rapport à ma ligne de construction au centre. Puis je relance mon outil d'ajustement intelligent et puis le travail est réalisé. Avec la touche Shift ou Maj de votre clavier, si vous repassez sur un élément que vous avez déjà supprimé, vous pouvez le faire réapparaître. Étant donné que mon esquisse est actuellement sous contrainte, j'ai évidemment la possibilité de la modifier et de la déplacer comme bon me semblerait. Donc ensuite, on va passer à la symétrie du côté droite et par là, on va utiliser l'outil qu'on appelle symétrie dynamique des entités. On a la possibilité de rechercher des commandes dans la barre ici en haut à droite et puis ensuite de sélectionner directement la fonction que l'on souhaite utiliser. Donc là, pour lancer la symétrie dynamique des entités, je sélectionne la ligne de construction, puis ce que je dessine sur un côté sera directement répercuté sur l'autre côté. Donc ça me permet de gagner énormément de temps. Puis je sélectionne une ligne pour terminer ma pièce avec les deux diagonales que nous voyons ici à l'écran. Par la suite, je vais pouvoir prendre l'ajustement intelligent à nouveau et puis terminer ma pièce. Donc là, on a une esquisse qui est prête à être utilisée.
On va utiliser maintenant une option qui peut être méconnue, c'est l'option qui s'appelle totalement contraindre l'esquisse. Cette option-là, elle nous permet d'ajouter directement des relations et toutes les cotes nécessaires. Donc on donne une origine, puis on valide comme on le voit ici. Donc ce n'est pas des cotes qui sont figées, on va pouvoir les prendre et les déplacer. Si par exemple une cote qui a été ajoutée ne correspond pas forcément à ce que l'on souhaite, on va pouvoir la prendre et la déplacer très facilement avec un clic long et en déplaçant sur la nouvelle sélection souhaitée. Donc comme je le fais actuellement ici, je vais pouvoir replacer l'élément plutôt sur l'anthrax. Ensuite, au niveau du changement et la modification des valeurs de ces cotes, par défaut, quand vous souhaitez la modifier, vous devez faire un double-clic dessus. Donc là, c'est ce qu'on a, je double-clique dessus, puis je rentre la nouvelle valeur. Si j'ai beaucoup de cotes à modifier, il devient intéressant d'utiliser la fonction qui s'appelle Instant 2D, avec laquelle je n'aurai plus qu'à cliquer une seule fois sur la cote à modifier. Et là, vous voyez qu'avec un seul clic plus entrer la valeur, le temps nécessaire aux modifications est beaucoup plus petit. Ensuite, je vais faire quelque chose d'aberrant peut-être, mais je vais ajouter une cote pour totalement surcontraindre mon esquisse. Donc là, je la laisse en option pilotante. Donc j'ai vraiment une esquisse sur contrainte et on va voir l'option qui s'appelle Sketch Expert. Donc avec cette option-là, on va pouvoir diagnostiquer son esquisse. Et cette option-là, elle nous permet en fait de proposer plusieurs scénarios. SolidWorks nous propose plusieurs scénarios dans lesquels à chaque fois, il va supprimer une relation ou supprimer une cote pour retourner dans un état totalement contraint et plus surcontraint. Donc là, on a 5 scénarios. Et puis, nous, le scénario qui nous intéresse, c'est le numéro 3. Donc, on sélectionne accepter, puis on valide le tout. Ensuite, on va parler des contours d'esquisse ombrée. Donc, les contours d'esquisse ombrée qui nous permettent de voir si l'esquisse que nous avons réalisée est totalement fermée ou pas. Si j'ai une esquisse qui est sous contrainte, comme je le vois actuellement ici avec mon rectangle, elle me permet aussi de déplacer aisément la géométrie sous contrainte pour la replacer peut-être à un endroit plus adapté. Ensuite, on va simplement passer à l'extrusion de nos deux pinces. Donc pour ceci, je sélectionne la surface ombrée. Avec la touche CTRL, je sélectionne à nouveau l'autre surface. Puis je vais directement sélectionner dans mes raccourcis l'option pour la fonction d'extrusion de matière. Ensuite, la fonction se lance, puis je vais pouvoir choisir ma condition de fin ainsi que l'épaisseur de mon extrusion, donc plan milieu et 15 mm. Puis j'utilise l'option qui s'appelle le partage d'esquisse, c'est-à-dire que je réutilise l'esquisse que j'avais dessinée avant pour terminer ma pièce. Donc ici, le volume au centre entre mes deux pinces. Puis je donne de nouveau une condition de fin plan milieu, une épaisseur et je valide. Donc une fois qu'on a ceci, si je souhaite utiliser maintenant une face comme plan d'esquisse, eh bien je vais pouvoir utiliser l'option, donc ici comme je le vois actuellement, est-ce qu'on aurait un petit, est-ce que la vidéo s'est mise en pause? Ah, voilà. Non. Ok, petit lag, désolé. Donc en fait ici, ce qu'on souhaite montrer, c'est l'ajout d'une option qui permet de mettre l'esquisse normale à soi lorsque l'on travaille. Donc cette option, on va la trouver ici actuellement dans cette fenêtre, option du système, et tout en haut à droite, on peut faire la recherche pour la rotation. Donc je coche cette case, puis je valide. Et là maintenant, je vais pouvoir sélectionner la face pour la prochaine esquisse. Donc je décale les entités, je fais un double clic sur la face qui m'intéresse, la face rose ici, pour lancer directement translater par rapport à la surface. Pour terminer, j'ajoute des congés. Donc là, je sélectionne l'arête qui m'intéresse, je place le congé dessus. J'ai une barre de raccourci que l'on va mieux voir après encore sur ma prochaine démonstration. Donc là, je valide ces deux éléments ici. Et puis je relance la fonction congé. Donc en fait, cette fonction congé, quand on sélectionne une arête, eh bien simplement ce que cette fonction va réaliser, c'est que lorsqu'on sélectionne une arête, cette arête sera directement en mise en valeur. Et ensuite, dans la barre d'outils, donc la barre d'outils qui va apparaître sous peu, petite latence. Donc, cette barre d'outils ici va nous permettre de sélectionner directement les éléments qu'on a besoin pour faire une sélection beaucoup plus rapide des diverses arêtes que l'on souhaiter. Donc là, clairement, un petit souci au niveau de la vidéo. On va voir si ça se rétablit. Ok. Oui.
Merci Ah, voilà, Jean-Luc. ouais, c'est Ouais. bon. Donc, ouais, si je termine juste, on a l'ajout d'ici de la dernière fonction, donc les arêtes qu'on sélectionne avec cette option-là. Voilà, donc Ok. la pièce est terminée, je vais laisser la parole à Benoît pour la suite. Ok, merci. Donc, oui, désolé pour ces petites latences de connexion. Nous allons attaquer maintenant sur la partie déformée de profil, donc une fonction qui est parfois méconnue, mais qui va vous permettre de gagner quand même pas mal de temps dans certains cas pour réaliser des formes un peu complexes. Donc, dans cette présentation, vous voyez qu'on a fait une forme assez simple, en forme de larme, et sur lequel nous avons créé donc une esquisse avec deux profils à l'intérieur, un profil droit qui correspond au profil de départ et un profil courbé. Comme tout à l'heure, Jean-Luc nous l'a présenté, j'utilise la fonction ici de recherche pour aller récupérer donc la fonction déformée. SolidWorks va me montrer directement la zone à sélectionner. Donc, comme vous pouvez le voir, la fonction déformée me permet de faire de la déformation point à point, pression de surface ou courbe à courbe. Donc, c'est le cas qui nous est nécessaire ici. Donc, je sélectionne en priorité la courbe du bas et la courbe résultante. Ensuite, on va pouvoir sélectionner des faces ou des corps volumiques pour déformer notre géométrie. Ensuite, on aura la capacité de gérer notamment la finesse de déformation. Vous voyez que là, la forme épouse parfaitement notre courbe. Et pareil, au niveau de la suivi des tangences, on peut travailler sur de la tangence de surface ou sur de la direction de courbe, avec bien entendu des indicateurs qui nous donnent cette info. Tout de suite, on a le retour graphique et vous voyez que très simplement, on a réalisé ici à partir d'une forme volumique, une forme déformée, avec bien entendu une continuité de surface, comme on peut le voir au niveau de nos zébrures ici. Donc voilà pour cette fonction déformée qui était présentée très simplement ici. Je vous propose à présent de passer sur la notion de mise en plan et de voir les astuces avec Jean-Luc. Donc je te laisse la main. Merci. Donc, on va voir quelques astuces sur la mise en plan. Donc ici, le but, c'est de prendre cette pièce que l'on a actuellement à l'écran et puis donc créer une mise en plan. Donc, comme la pièce est déjà créée, est déjà sous mes yeux, je vais pouvoir lancer la mise en plan depuis créer depuis cette pièce. Donc, je choisis mon format et puis ici, dans le volet des tâches, je vais aller sélectionner deux, trois options pour pouvoir utiliser au mieux les propriétés de la mise en plan. Donc là, je place ma première vue et ensuite, avec l'utilisation de la projection automatisée, eh bien, je vais pouvoir facilement poser les vues qui m'intéressent. Donc là, j'ai mes trois vues standards. Je vais pouvoir continuer avec les différentes options suivantes. Donc ici, ce qu'on va ajouter, c'est les axes de perçage. Il y a deux possibilités. La première, ce serait d'ajouter des perçages, disons, manuellement. Je sélectionne donc le premier perçage, puis avec la touche projection tangente, je peux faire le tour. L'autre utilisation, ce serait l'insertion automatique. Donc à gauche, dans le Property Manager, il va me suffire de sélectionner insertion automatique, plus la vue et le tour est joué. Donc ça gagne également pas mal de temps. Ensuite, dans mes raccourcis ici, je vais aller chercher la vue en coupe. Donc on va faire une vue en coupe alignée, peut-être une vue en coupe un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser une ligne de coupe standard totalement verticale ou horizontale, mais on va ajouter une petite écorchée. Donc ici, on part sur la droite pour ajouter également le perçage dans la ligne de coupe et ensuite on rétablit le tout horizontalement pour terminer. Là, j'appuie sur la touche contrôle pour me désaligner directement de ma vue et puis d'avoir une coupe indépendante par rapport à la vue que j'ai ajoutée. Dans la visée haute, ici, je sélectionne rotation automatique, ce qui me permet directement de tourner ma vue, donc de manière dynamique, au lieu de rentrer une valeur spécifique dans le petit pop-up en haut à gauche de mon écran. Une fois que j'ai placé ma vue en coupe, donc là, ma vue en coupe est placée, on va juste attendre que la vidéo veuille bien continuer, bien reprendre, voilà. Donc là, j'ai placé ma vue en coupe et directement, j'ajoute une note. Donc j'étais dans ma bibliothèque de conception, j'ajoute la note et je vois que quand je déplace ma vue, eh bien, ma note ne suit pas. Donc là, j'ai déplacé ma vue avec Alt.
Donc je supprime ma note et pour que la vue soit totalement dépendante de ma note, eh bien je vais figer la vue et puis je retourne dans ma bibliothèque de conception, je place la vue sur ma mise en plan et là les deux éléments sont liés. Ce qui fait que lorsque j'essaie de déplacer ma vue en double-cliquant dessus pour la libérer, avec Alt enfoncé, je peux maintenant déplacer ma vue depuis n'importe quelle position de la mise en plan. Donc là on voit que les deux éléments se déplacent ensemble par rapport à ma souris. Euh, Ensuite, donc une fois qu'on a ajouté cette note, on va avoir deux, trois options sur la vue de détail. Donc là, on a une possibilité par défaut de toujours avoir en fait la vue de détail avec un cercle. Sauf que on peut également faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on délimite d'abord l'élément avec un rectangle, par exemple, comme ici. Et puis ensuite, une fois que le rectangle est placé, je peux retourner dans Disposition des vues et puis ajouter une vue de détail. Donc là, j'ai ma vue de détail avec un pourtour rectangulaire qui serait quand même plus adapté à cette vue de détail par rapport à une vue de détail en cercle comme on l'aurait fait par défaut. Une fois que la vue détail est ajoutée, dans le petit label de vue qui s'ajoute dans le détail, je peux modifier certaines options. Donc là, je lance les options, je vais aller dans les propriétés du document et puis je vais ajouter certaines options pour pouvoir peut-être mieux détailler ce label. Ici, par exemple, je vais enlever le terme d'échelle qui ne m'intéresse pas et puis je vais directement pouvoir modifier la valeur de cette échelle dans le label juste en dessous. Donc ici, je place une échelle à 3 états 1. Ensuite, je vais pouvoir ajouter de la cotation. Donc on a une option assez intéressante qui s'appelle objet du modèle. Et cette fonction de objet du modèle, elle va nous servir à récupérer la cotation du 3D. Donc ça nous permet d'éviter de prendre la cotation intelligente puis de tout recoter notre dessin. On va simplement en fait ici sélectionner les arêtes qui nous intéressent et en les sélectionnant, on va pouvoir afficher les cotes qui nous intéressent et pas forcément l'ensemble des cotes sur le dessin. Donc ici, on va pouvoir ajouter ces différentes cotes. Juste, alors là, je pense qu'on a une énorme latence. Donc j'ajoute les cotes, voilà, les cotes réapparaissent. Donc ici, j'arrive avec mon rayon de 2. Et ce que j'ai la possibilité de faire, c'est de déplacer ce rayon de 2 de droite à gauche, simplement avec un clic long gauche pour déplacer en fait tout simplement. Ensuite, avec un clic sur ma cote de 20,5 mm, je vais pouvoir la déplacer à l'aide de la touche CTRL, donc je la déplace, ou bien avec la touche SHIFT, je la copie. Pardon, c'est l'inverse. CTRL, je copie, SHIFT, je déplace ma cote. Ensuite, si je fais un clic droit sur une patte, ici j'ai la possibilité de cacher une ligne de rappel, simplement avec un clic droit cacher la ligne de rappel, et puis un clic droit cacher la ligne de cote. Donc ceci me permet d'avoir une cotation un peu plus propre par rapport à la disposition de ma vue de détail. Alors une fois que notre cotation ici est terminée, on va pouvoir ajouter une vue avec les traits cachés et puis on va également pouvoir passer à la cotation rapide. Donc cette cotation rapide, c'est le camembert ici que l'on voit en orange et en bleu qui permettent directement en fait de entre guillemets balancer la cote dans la direction souhaitée. Donc quand on a beaucoup de cotes à ajouter, c'est très utile cette option pour placer directement la cote au bon endroit, puis ensuite on reviendra dessus pour la disposer. Donc là, on a une autre possibilité sur chaque code, c'est en fait simplement d'ajouter des informations supplémentaires dessus. Donc par exemple, on va pouvoir ajouter une cote entre parenthèses, si c'est une cote de référence. On a également la possibilité d'ajouter des tolérances générales, donc comme une tolérance à écart, plus ou moins 5 dixièmes, ou bien on peut également ajouter des tolérances de type H7, donc comme ici dans le menu déroulant, on va pouvoir aller chercher une tolérance de type H7, G6 ou bien alors plus simplement directement tolérancer uniquement la longueur de notre pièce avec une tolérance de H7 pardon, plus la précision que l'on désire. Une fois qu'on a ajouté une cote, on peut toujours passer par le menu favori, donc l'étoile bleue, pour facilement reprendre les tolérances qu'on avait utilisées auparavant.
Alors ensuite, on va passer à la cotation DIM Expert. Donc cette cotation ici, ce qu'elle nous permet, c'est de très facilement gagner du temps, simplement en fait en sélectionnant un point d'origine pour notre pièce, donc qui sera dans notre cas ici en bas à droite. Et puis pour le reste des perçages, on va simplement sélectionner un perçage comme référence. Puis le tour est joué, donc on va pouvoir avoir toutes les cotes qui vont s'afficher en une seule fois. Donc c'est également de nouveau une option qui nous permet de gagner beaucoup de temps, surtout si on a souvent ce genre de schéma à reproduire. Par la suite, alors là, voilà. Donc ici, on a ajouté le schéma DIM Expert. Donc on voit que toutes les cotes sont ajoutées en une seule fois. Donc là, le gain de temps est pas négligeable. Ensuite, je vais mettre le chenille ici dans mes différentes cotes et puis je vais les tirer, les déplacer de manière à créer le désordre. Donc une fois que ceci est fait, j'ai la possibilité, ah c'est dommage, il y a eu une grosse latente, on l'a pas vu, c'est en fait de réorganiser automatiquement les codes. Peut-être qu'on reviendra dessus après dans le chat. Donc là, l'idée maintenant, c'est de créer une vue projetée de notre vue avec l'option de rotation immédiatement dans le plan, ce qui va nous permettre de placer la vue comme on le souhaite. Le problème, c'est que comme ceci est une vue projetée, je n'ai pas la possibilité d'enregistrer la vue telle qu'elle est. Donc je vais aller dans le 3D et puis créer ce qu'on appelle une vue nommée. Donc ici, j'appuie sur mon trièdre de référence avec Shift, ce qui me permet de tourner tous les 90 degrés mon trièdre de référence. Puis avec la touche espace, je vais pouvoir afficher les différentes orientations et là je vais créer ma vue nommée que j'appelle ISO. Puis avec CTRL Tab, je switch d'une fenêtre à l'autre et puis je vais pouvoir mettre à jour mon volet des tâches ici et récupérer ma vue ISO, la placer dans ma mise en plan et puis ensuite faire deux, trois détails dessus, donc comme la mettre en image ombrée. Voilà, donc j'espère que vous aurez pu noter quelques astuces par rapport à la mise en plan et que cela vous aidera dans les prochaines mises en plan que vous allez créer. Je vais repasser la parole à Benoît pour la dernière étape de notre présentation. Merci Jean-Luc. Donc effectivement, très, très instructif au niveau des différents trucs et astuces que tu nous as présentés. Au niveau de cette présentation, nous allons vous illustrer Event-Based Motion. Donc, c'est un module qui est présent dans SolidWorks Premium avec le Motion. Et c'est un outil, vous allez voir, qui est assez puissant. Alors, comme je vous le disais, donc c'est un module qui va nous permettre ici de simuler des éléments avec un mouvement. Donc là, notre carton va se déplacer sur le tapis et on va vouloir simuler ici le passage donc devant un capteur et on va demander à SolidWorks de gérer donc le lâcher donc de la pièce rouge à l'intérieur du carton et derrière, on demandera à SolidWorks ici de simuler la mise en place du couvercle et derrière d'aller sur la partie du tapis de descente. Donc on active ici le module SolidWorks Motion qui est présent bien comme je disais dans SolidWorks Premium et ça nous donne accès donc au menu analyse de mouvement. Alors, pour mettre en place cette analyse de mouvement, nous allons en priorité commencer par gérer la notion de contact. Comme vous pouvez le voir ici, en fait, on va pouvoir créer des groupes de contacts dans lesquels on va dire, voilà, nous avons toutes les pièces plus le bâti, avec la possibilité d'affecter des matériaux pour gérer directement les différents types de contacts. Je mets en place ici donc les contacts entre l'élément qui va être stocké dans le carton et le couvercle du carton. On va créer en fait des groupes de contacts pour améliorer en fait le calcul de ces différents éléments. Donc vous voyez qu'ici on va avoir des glissières qui vont retenir les différents éléments qui peuvent potentiellement tomber avant qu'ils passent en dessous. Ensuite, nous allons renseigner un élément qui va être primordial dans notre simulation. Ce sont les différents éléments de moteur.
Donc vous pouvez voir ici que je définis par exemple pour le carton le moteur qui va nous faire avancer le carton sur le tapis. Donc on va lui donner ici une distance par seconde avec la possibilité derrière de gérer ce moteur linéaire. Comme vous pouvez le voir, on peut renommer, ce qui sera beaucoup plus simple par la suite pour la compréhension de notre simulation. Ensuite, on va mettre en place donc des moteurs ici, linéaires. Donc vous allez voir que ici, on va utiliser la notion de servomoteur. L'avantage du servomoteur nous permet en fait de choisir différents éléments de vitesse, de déplacement et nous permettre derrière d'avoir plus de finesse. Alors ici, donc de la même manière, ici, je vais renommer donc ce moteur. Et vous allez voir que Motion me permet ici de stocker les moteurs dans notre bibliothèque. Donc on va faire un clic droit, ajouter à notre bibliothèque, et vous voyez que ici j'ai ma design librairie qui est accessible, ce qui me permettra par la suite, si j'ai besoin de réutiliser le même moteur, de récupérer directement notre élément et ne pas avoir à le reparamétrer. Et pour ça, on va simplement faire un glisser-déposer, le positionner sur la face et vérifier que ça se positionne directement comme il faut. J'en profite pour vous donner une petite astuce ici que vous avez peut-être aperçue qui permet de faire une rotation sur une face. Donc pour ça, il suffit de cliquer une première fois avec la molette sur la surface et derrière de faire un pivot et vous allez pouvoir faire ce pivot en gardant cette face de référence. Donc on finit de positionner l'ensemble de nos moteurs, nos servomoteurs ici. On va les renommer pour pouvoir les retrouver facilement par la suite. Et ce qui me permettra derrière d'après de travailler avec la partie Event Based Motion. Tout ce que vous voyez pour l'instant est disponible au travers du module Motion classique. Donc, un élément important dans notre simulation, c'est la gravité. Donc, on a la possibilité ici de définir par rapport à un axe YZ, XYZ, la direction de chute. Donc, ce qui va nous permettre de simuler le comportement des cartons dans notre élément. La prochaine étape de notre simulation, ça va être de mettre en place des capteurs. Donc ici, on va mettre en place un capteur de présence, de proximité dans notre étude. Donc pour cela, il me suffit simplement de sélectionner la face et vous voyez que c'est un peu comme un capteur avec un laser. Donc on va définir ici simplement l'emplacement et la distance par rapport à laquelle il va réagir. Donc ici, je vais pouvoir donc mettre en place mes deux capteurs de proximité. Donc là, on va simplement modifier celui-là pour aller sélectionner la deuxième face, ce qui me permet de conserver les mêmes paramètres ici. Donc ces capteurs vont nous servir à détecter et à lancer différents éléments de notre étude de simulation. Donc là, nous avons mis en place l'ensemble de nos éléments. Je vais maintenant activer la partie vue séquentielle des mouvements, ce qui va me permettre de visualiser et de modifier les séquences. Donc pour créer notre séquence, il nous suffit simplement ici de venir ajouter notre première séquence. Et la première qui est primordiale, bien entendu, c'est celle qui va nous permettre de faire avancer notre carton. Donc pour cela, donc toujours dans un souci de compréhension, on va simplement renommer notre élément et venir sélectionner ici le moteur que l'on souhaite activer. D'accord. Et donc ici, le simple fait d'activer mon carton va lancer en fait l'avance de celui-ci. Ensuite, je vais demander l'ouverture des trappes et pour cela, je vais simplement faire appel au premier capteur et lui dire, voilà, l'action d'ouverture des moteurs va se faire quand je passerai dans le carton. Donc en fait, quand le carton va passer, je vais simplement, donc alors là on est en train de mettre un petit délai pour lui laisser le temps de se déclencher et on va lui dire, voilà, tu vas activer le tiroir 1 et le tiroir 2 et on va simplement lui dire qu'on veut faire une course de 140 mm et on va lui dire que tu fais cette course de 140 mm en 0,25 secondes. Et vous voyez ici à droite, la première étape est modélisée dans notre graphique. Maintenant, je vais faire la tâche inverse, à savoir
lui dire donc de refermer. Et qu'est-ce qui va déclencher la refermeture? C'est simplement que l'action d'ouverture a été terminée. Et donc là, on va faire l'inverse, c'est-à-dire je vais refermer tout simplement en mettant une valeur négative de 140 mm et en gérant aussi, comme tout à l'heure, le temps. Notez au passage les différents éléments qui apparaissent sur la partie droite. De la même manière, on va faire l'ouverture de la deuxième trappe pour laisser tomber le couvercle de notre carton. Donc pareil, là on va aller choisir le deuxième capteur de proximité et on va refaire exactement les mêmes paramétrages avec donc la possibilité ici d'aller sélectionner l'ensemble de nos différents tiroirs. On va modifier donc les courses de chacun de ces éléments. Alors vous voyez que c'est très simple, très rapide à mettre en œuvre et qu'on va avoir un retour graphique extrêmement simple. Et là, vous voyez avec les différents menus, ça nous permet d'aller chercher une tâche précédente, ce qui va nous permettre vraiment de gérer les temps masqués, les différents éléments qui sont nécessaires à la réalisation de ce type d'étude. Donc, on a ici donc réalisé les différentes étapes de notre simulation. On verra qu'on peut aller un tout petit peu plus loin. On ne va pas modéliser l'intégralité. Là, on va simplement lui demander de calculer. Donc là, il se met en mode résolution. Et donc maintenant, il va prendre en compte tous les contacts, toutes les vitesses d'avance et tous les éléments ici. Donc vous allez voir déjà, tout se met en place. Vous avez vu la feuille et le couvercle descendre et être retenu par les tiroirs. Maintenant, lorsque mon carton va passer devant le capteur, vous allez voir que ça va déclencher l'ouverture des tiroirs et donc laisser tomber les différents éléments au fur et à mesure de notre étude. Et on voit donc dans la partie inférieure la zone verte qui nous dit où est-ce qu'on en est dans notre simulation. Donc vous voyez que c'est un outil qui va nous permettre de faire des simulations extrêmement évoluées pour justement aller jusqu'au bout de nos études de simulation sur des éléments comme celui-là. On ne va pas aller jusqu'au bout. Donc vous voyez que là, ici, on met en vitesse réelle donc pour voir le résultat. Donc vous noterez aussi le contact de la feuille qui descend. Alors, si maintenant on regarde ici l'étude complète, donc on va regarder sur l'étude complète qui a été réalisée avec, pour gagner un peu de temps, ici c'est un assemblage fini. Donc là, vous voyez, on a toutes les étapes qui ont été définies dans cet exemple. Et donc là, on va remettre la lecture complète et on voit l'ensemble du cycle qui est simulé sur cet exemple-là. Donc on voit bien effectivement la première partie avec la pièce qui tombe à l'intérieur du carton. Là, on va avoir maintenant le couvercle qui vient se mettre directement. Voilà. Là, on a mis donc un élément qui va venir fermer complètement le carton. Et ici, on a mis en place un ressort, et vous allez voir l'effet que l'on obtient, donc avec ici une descente douce et avec l'effet de rebond qu'il y a sur cet élément. L'ensemble de ces éléments-là va nous permettre de créer une animation. Et si vous disposez en fait de SolidWorks Visualize Pro, on va pouvoir faire un export et récupérer en fait les éléments de l'animation et les exporter à l'intérieur de Visualize, ce qui va nous permettre de réaliser une animation de ce type-là en rendu réaliste. Donc là, on voit vraiment le bénéfice qu'on peut tirer du combo entre une version premium de SolidWorks et un Visualize Pro. Vous voyez la qualité ici donc du rendu, donc avec les textures, avec les différents éléments. Et là, combiné donc avec Event Based Motion, on peut vraiment faire des simulations hyper réalistes et derrière obtenir ce résultat vraiment très performant. Voilà, donc Event Based Motion, je le rappelle, disponible donc dans la version SolidWorks Premium de l'offre Dassault Systèmes. Voilà, donc nous en avons terminé sur la partie trucs et astuces. Donc je remercie Jean-Luc pour ton aide sur cette session. Nous allons maintenant faire un petit rappel sur le challenge SolidWorks qui est actif sur la plateforme MyCAD Digital 2020.
Vous aviez la possibilité de participer à ce challenge. Et cette année, donc, le challenge portait sur le partage des utilisateurs autour de trucs et astuces, un peu comme on vient de le faire ici. Et donc, on a eu un certain nombre de présentations et plusieurs dizaines de participations sur ce challenge. Et donc, il y a un jury qui s'est rassemblé qui a fait un choix sur cinq trucs et astuces. Et donc les cinq derniers challengers qui sont restés dans la shortlist et pour laquelle vous pouvez voter sont les suivants. Donc on a F Legendre qui nous fait une proposition concernant des trucs et astuces pour la gestion des bibliothèques du commerce. Il nous montre justement comment traiter ce besoin de bibliothèque, hein. Vous êtes souvent confronté à ce genre de besoin. Nous avons Double L qui, lui, a partagé la notion de raccourci caché-montré pour les corps et les composants, donc dans les pièces multicorps type mécano-soudé ou les assemblages, et qui effectivement est très pratique. On a F Heureux donc, qui, lui, nous partage donc un truc et astuce concernant le calcul de volume dans une pièce pour effectivement obtenir facilement ce volume. Christophe Bosendorf, pardon, qui nous montre dans son truc et astuce comment réaliser donc une cotation de longueur dans une vue de détail. Donc ça rejoint un peu ce que nous a montré Jean-Luc dans la mise en plan. Je vous en dis pas plus, vous pouvez le découvrir sur la plateforme. Et M Conception, lui, qui nous parle donc des outils MyCAD Tools et notamment l'utilisation de l'outil intégration, un des outils les plus puissants des MyCAD Tools, et qui nous montre comment mettre en place des gravures automatisées sur notamment des pièces de découpe laser. Alors, pour essayer de vous inviter à participer l'année prochaine, j'ai mis en bas le rappel des prix des heureux gagnants. Donc le premier prix va gagner donc un drone. Le deuxième, ce sera un home speaker Bose. Le troisième, quant à lui, aura un casque Bluetooth Sony avec réducteur de bruit. Et les quatrième et cinquième gagneront donc un Raspberry Pi 4. Donc, pour rappel, pour voter, vous pouvez dans l'interface du MyCAD Day aller sur le challenge. Donc, juste en dessous, vous pourrez voir en cliquant sur challenge, vous aurez le lien et il va vous renvoyer vers la page du site Visiative dans lequel vous aurez tous les trucs et astuces. Vous verrez qu'au bout de quelques secondes, vous allez avoir un pop-up vous permettant de voter. Alors, vous pouvez le masquer temporairement. Il restera sur la droite de votre écran pour y revenir un peu plus tard une fois que vous aurez visualisé l'ensemble des 5 nominés. Et pour faire votre choix, vous aurez la possibilité d'aller voter pour qui est pour vous le meilleur truc et astuce. Voilà, écoutez, cette session de trucs et astuces se termine. Je vous remercie pour votre participation. Je sais qu'il y a eu quelques questions donc dans le chat et je sais que mes collègues ont répondu à ces questions. N'hésitez pas à revenir sur la plateforme a posteriori parce que les replays seront mis sur la plateforme. Je sais que certains d'entre vous ont rencontré des petits problèmes de connexion, donc n'hésitez pas à revenir si certains éléments vous ont échappé. Et je rappelle, hein, allez voter sur votre Trip and Tricks préféré. Nous vous remercions pour votre attention et de votre présence sur cette session de trucs et astuces. Merci pour votre attention.